Bonjour à tous et bienvenue dans 101%. Aujourd'hui c'est vendredi et vendredi c'est n'importe qui. Et ce n'importe qui, c'est moi, Jonathan. Vous ne me connaissez pas beaucoup, c'est normal, je suis un homme de l'ombre de No Life. En fait, je suis monteur, c'est moi qui monte pratiquement toutes les critiques de jeux, les critiques animées. Et je suis aussi cadreur à mes heures perdues quand Alex ne peut pas assurer derrière la caméra. Et par exemple, toutes les images que vous voyez dans les news de Leipzig, c'est moi qui les ai tournées parce qu'on était parti qu'à une seule équipe, donc un seul cadreur, moi. Bon, on va commencer tout de suite avec le sommaire et aujourd'hui on aura la critique de Wario Land The Shake Dimension sur Wii. Ensuite 2 minutes pour parler de la saison 8 de Buffy et la critique animée. Et tout de suite le sommaire, les news. Les 13 et 14 septembre dernier s'est tenue à l'espace Champéret la 6e édition de Paris Manga. Quelques semaines seulement après Japan Expo, cette convention était l'occasion pour les visiteurs de participer à nouveau à de nombreuses activités dans une ambiance très conviviale. Au programme, on retrouvait donc les grands classiques que sont le cosplay, le karaoké, les concours de chant, mais également les démonstrations d'arts martiaux. Une partie jeux vidéo était également présente, tout comme des stands dédiés à la culture asiatique. Aujourd'hui, on a eu énormément de monde à gérer, on en a eu beaucoup plus que d'habitude. Beaucoup plus d'animations, beaucoup plus d'invités. Donc ça a été vraiment, on va dire, un week-end où on a très peu dormi, quoi. Des choses en plus, alors des invités, l'équipe de Nerds, qu'on a pu découvrir sur le stand Kazé en début d'après-midi, donc pour une sympathique séance de dédicace. Oui, un bilan très positif déjà, parce que déjà un nombre de visiteurs précédent à la dernière édition. Je pense qu'on devrait dépasser les 25 000 visiteurs. On débute ces news de fin de semaine avec du lourd, du RTS New Look à même de faire craquer tous ceux qui ne jurent que par les tactical RPG DS. Développé par The Creative Assembly, Empire Total War est un jeu de stratégie PC qui sera édité et distribué par Sega en février 2009. Autant dire que les développeurs n'ont pas chômé, le jeu étant déjà à se donner des claques. Mêlant déroulement en temps réel et jeu au tour par tour, ce 4e volet de la série des Total War, si l'on accepte les dérivés consoles, fait suite à Shogun, Medieval et Rome Total War. Basé sur un tout nouveau moteur graphique, ça se voit, Empire Total War se déroule au XVIIIe siècle et mêle combat terrestre et naval. Sur mer, les séquences d'abordage permettent d'admirer le degré de finition des fous furieux de reconstitution historique, qui composent la majorité de l'équipe de développement. Sur terre, des milliers d'unités peuvent être déplacées, celles-ci étant gérées par groupe. Chaque groupe peut se voir attribuer une certaine formation et propose des unités dotées d'une certaine individualité. Les batailles rangées virent ainsi rapidement au chaos et ne donnent pas l'impression d'assister à une empoignade de robots ou de clones façon Star Wars. Le moral des troupes, l'expérience ou encore la météo sont autant de notions prises en compte. 12 factions devraient être jouables au final et le dynamisme des campagnes est assuré par la prise en compte du déroulement de chaque bataille. Si le joueur prend d'assaut une ville et la détruit totalement, les habitants risquent fort de donner un coup de main à l'ennemi, lorsque ce dernier tentera de reprendre le terrain. Empire Total War est tout simplement l'un des RTS les plus complets jamais vus. Un petit mot sur Fable 2 qui sera présenté en présence de Peter Molineux à l'occasion du prochain festival du jeu vidéo. Mêlant action et RPG, ce titre Lionhead, attendu depuis maintenant quelques temps, arrivera chez nous le 24 octobre prochain. Fable 2 propose un certain nombre d'idées réellement excellentes que nous allons ici passer en revue, en attendant de pouvoir enfin se plonger dans un univers médiéval fantastique, décidément indissociable du genre RPG. Première idée, les pub games accessibles sur le Xbox Live Arcade. Le jeu étant bien entendu une exclue Xbox 360 depuis le rachat de Lionhead par Microsoft. Ces jeux de hasard présents dans les pubs de Fable 2 sont déjà jouables sur le live et permettent aux plus impatients de se créer un petit pactole de départ pour débuter l'aventure. Le chien, qui renifle tout ce qui bouge et peut tenir informé le joueur de la présence éventuelle de coffres ou tout simplement de l'approche d'ennemis. Il peut également participer au combat et gagne en expérience tout comme le joueur. Le mode coop, qui permet de faire appel à un autre joueur ou tout simplement de faire visiter son monde à un pote.
Autant dire que ce dernier devra être un minimum discipliné, tant la moindre action des joueurs a des répercussions sur son environnement. Ce sera d'ailleurs l'une des dernières bonnes idées extirpées de ce Fable 2, le dynamisme de l'univers créé par les Anglais à l'origine de Black and White. Chaque décision du joueur ayant une influence sur son aspect, son évolution, ses relations et sa réputation en général. Mais bien d'autres idées ont déjà attiré l'attention des fans de RPG. Reste à savoir si, comme la plupart des jeux marketés par Peter Molineux, ces idées feront long feu après quelques heures de jeu, comme autant de délicieuses mais bien éphémères pastilles à la menthe. Après de nombreux épisodes sur PC, PlayStation et même Game Boy Advance, la très réputée série des Motor Racers sera de retour en novembre, et sur DS cette fois-ci. Premier épisode développé par les Français d'Artefact Studio, le jeu proposera un gameplay singulier adapté à la portable de Nintendo. Si on pourra bien sûr piloter sa moto grâce au pad, il sera surtout possible de la diriger grâce au stylet. Une maniabilité qui se veut intuitive et volontairement déroutante pour tous les habitués des jeux de course. L'une des autres particularités, ce sera de proposer 4 modes de jeu très différents. Il y aura le mode GP pour des courses sur circuit on ne peut plus classiques, ou encore le mode motocross qui proposera des épreuves de vitesse sur des pistes accidentées. Mais on notera surtout la présence du mode freestyle qui demandera aux joueurs de faire des figures spectaculaires et enfin du mode trafic. Ce dernier proposera des courses en pleine ville avec, comme son nom l'indique, de nombreuses voitures en guise d'obstacles. Un reportage réalisé au sein des studios d'Artefact à Lyon est prévu dans 101% dans les semaines à venir. L'occasion de parler de Motor Racer dans les détails et de donner la parole aux acteurs de cette boîte française ambitieuse mais méconnue. Eh bien, maintenant, on va passer à la critique de jeux vidéo. Et là, c'est Wario Land The Shake Dimension sur Wii. Et en fait, c'est un jeu de plateforme en 2D. C'est assez rare maintenant, en plus sur les consoles de salon. Et c'est fait en collaboration avec les studios IG, un grand studio d'animation japonaise qui a fait les Ghost in the Shell. Alors les puristes, ils disent IG. IG. Ok. Moi, je m'y connais pas trop en studio d'animation. Enfin bon, ils ont fait Ghost in the Shell, ils ont fait Jinro, enfin plein de très bons animés. Tu connais quand même bien. Et oui. Et donc en fait c'est eux qui ont fait toutes les scènes cinématiques et toutes les animations du jeu. C'est super beau, super fin, super bien animé quoi. Enfin bon, c'est Thierry qui a fait la critique, il vous en parlera bien mieux que moi. Et donc bah tout de suite Wario Land. Voilà le titre Nintendo estampillé gamer le plus attendu de la Wii en cette année 2008, après les sorties de Super Smash Bros. Brawl et Mario Kart. Wario Land, The Shake Dimension est considéré par les déçus de la dernière conférence Nintendo, donnée en juillet dernier à l'occasion de l'eCube, comme un titre fort, certes, mais cruellement esselé. Mais ce catalogue light, de la part de Nintendo en cette fin d'année, n'a fait que renforcer notre attente de ce jeu issu de la collaboration des studios d'animation IG et de Nintendo. Wario est le contraire absolu de Mario. Il n'est pas gentil, il n'est pas propre, il n'a pas d'amis champignons, il est cupide, jaloux, ultra costaud, amateur d'ail, et s'il lui arrive de sauver des princesses, c'est par intérêt. Bref, c'est un bad boy, mais un bad boy maladroit et ridicule, attachant donc. Apparu pour la première fois sur Game Boy en 1992 dans le jeu Super Mario Land 2 Six Golden Coins, Wario s'est vu offrir le premier rôle d'une série en 1994 dans Wario Land Super Mario Land 3. Depuis, il a fait son chemin en devenant l'une des figures de proue de la GBA, avec le révolutionnaire WarioWare sorti en 2003. Après 6 ans d'absence, Wario faisait son retour en 2007 sur DS avec Wario, Master of Disguise. C'est maintenant au tour de la Wii d'accueillir le vilain héros et quelques-unes de ses accointances, comme sa rivale, le Captain Syrup. C'est d'ailleurs elle qui ouvre la séquence d'intro animée par les fameux studios IG, à qui l'on doit la série Ghost in the Shell, Blood, Jinro ou encore le passage animé de Kill Bill. A noter que le studio japonais a également collaboré aux sublimes animations des personnages et qu'il a déjà travaillé sur de nombreux jeux vidéo, comme la série des Tales of, Sakura Wars ou encore Tekken 3. Pour revenir au scénario du jeu, le capitaine pirate Syrup s'empare dans un musée d'un mystérieux globe ancien avant de l'envoyer chez Wario. Ce globe est en fait le seul moyen pour parvenir à mettre la main sur le sac de pièces sans fond, une espèce de bourse magique qui, si on la secoue, produit des pièces d'or à l'infini. Seul problème, ce trésor a déjà été volé par un autre pirate, le roi Sheik. Il en a même profité pour rafler un à un les membres de la tribu des Merlufs, dont la reine Merelda.
Seul un merluf parvint à s'enfuir et s'est juré de sauver sa reine et de ramener l'équilibre dans la Shake Dimension. On retrouve donc tout ce petit monde chez un Wario pas vraiment content. Le capitaine Syrup qui tente d'envoyer Wario à sa place dans la Shake Dimension via le globe ancien en échange d'un trésor. Le merluf rescapé au nez pointu qui s'échappe du globe ancien et tente de convaincre Wario de l'aider à sauver sa reine. Et Wario qui ne retient de tout ce micmac qu'une seule et unique chose, des trésors seraient à la clé. Comme dans tous les Wario Land, la quête d'espèces sonnantes et trébuchantes est bel et bien l'objectif principal du jeu, en plus de la récupération de 3 coffres à trésors planqués dans chaque niveau. Tout est dans le titre, Wario Land de Shake Dimension ou Wario Land Shake It en américain. Shake signifiant bien sûr secouer. Les déplacements de Wario sont donc entièrement gérés à la Wiimote. Le gameplay reste en effet 2D, contrairement à un Super Mario Galaxy qui lui ne pouvait pas se passer du nunchuk. La Wiimote se tient à la manière d'un pad NES, la croix servant pour les directions et les boutons pour les actions. Enfin, pour certaines actions, comme le fait de pouvoir sauter avec le bouton 1 ou de donner des coups d'épaule avec le bouton 2. Mais la plupart du temps, le joueur doit secouer, incliner, bref martyriser cette pauvre Wiimote afin de vider des sacs de leurs pièces, des ennemis de leurs bonus et ainsi de suite. Les actions autorisées par des mouvements de Wiimote sont les suivantes. Les secousses, utiles pour collecter toutes les pièces d'or planquées dans des gros sacs ou des gousses d'ail riches en énergie détenues par certains ennemis. La charge au sol, permettant en quelque sorte de secouer les décors afin de modifier leur configuration. Les pirouettes sur barre. Les lancers d'objets ou d'ennemis qui s'obtiennent en inclinant correctement la Wiimote. La conduite de véhicules et on laisse au joueur le plaisir de découvrir le reste des actions possibles. Chacune de ces actions est à la fois hyper intuitive et ultra addictive. En gros, une fois que l'on a chopé un ennemi pour le secouer comme un malheureux hochet, on n'a qu'une envie, attraper tout ce qui traîne pour le secouer. La qualité des animations contribue grandement au plaisir du jeu. Toujours aussi souple et transformiste, Wario voit le moindre de ses mouvements se concrétiser par une superbe animation 2D. C'est simple, il faut remonter à Zelda Wind Waker pour retrouver cette délicieuse sensation de jouer à l'intérieur d'un dessin animé. Quand on repense au gameplay d'un Dragon Slayer, c'est fou comme le jeu vidéo a pu évoluer en un peu plus de 20 ans. Et on est sur Wii, même pas sur Xbox 360 ou PS3. A noter que les niveaux sont assez petits et même s'ils doivent être traversés 2 fois pour être terminés, voire plusieurs fois afin de collecter toutes les pièces et les 3 trésors de chaque niveau, il reste un peu petit pour les amateurs de jeux de plateforme type Super Mario Galaxy ou Ratchet & Clank. Mignon tout plein, délicieusement maniable comme tout bon jeu Nintendo qui se respecte, varié, complet, pas si facile que ça, Wario Land The Shake Dimension ne se contentera pas de ravir les fans et les amateurs de dessins animés de tout âge. Et même si ce jeu de plateforme ne risque pas de vous greffer à votre console jusqu'à la fin de l'année, et qu'il en aurait fallu au moins un autre comme lui pour nous faire patienter jusqu'en 2009, eh bien espérons que les éditeurs tiers en profitent pour nous sortir des petites merveilles sachant tirer parti des spécificités de la Wii. Bon, bah, je vais peut-être faire un peu mon dévi, pas à cause de ça, mais parce que je vais présenter en fait des films qui pour moi sont les meilleurs de l'année quasiment. Et le premier que je vais vous présenter, c'est No Country for Old Men des frères Coen. Bon, je pense que vous connaissez tous les frères Coen, c'est ceux qui ont fait Fargo, qui ont fait Barton Fink, Le Grand Saut, O Brother, enfin que des très bons films. Et celui-là, c'est adapté d'un roman de Cormac McCarthy, c'est un peu dur à dire. Et ça raconte l'histoire d'un type qui trouve une mallette contenant à peu près 2 millions de dollars. Et ce mec-là est poursuivi par un tueur psychopathe complètement en dehors des valeurs humaines. Il a vraiment ses valeurs à lui, ses principes à lui. Et donc ce tueur est lui-même poursuivi par un shérif. Et donc tout le film, c'est une grande course-poursuite à travers le Texas. Et c'est magnifique, vraiment très brillant. C'est la mise en scène. Moi, la seule chose qui me soit venue à l'esprit en sortant du cinéma, c'était la mise en scène. C'est parfait, quoi. Parfait, c'est le chef-d'œuvre de l'année. Il a eu 4 Oscars. C'est mérité, vraiment.
Et bon, bah là, on va passer tout de suite à 2 minutes pour parler de la saison 8 de Buffy. Aujourd'hui, dans 2 minutes pour parler d'eux, on va parler de Buffy, saison 8. Quoi, ils ont repris la série? Ils ont recommencé? Oui, non. Oui et non, en fait, Josh Whedon a bien repris la série, mais pas les acteurs. Ah ouais, donc en fait, les acteurs, ils étaient devenus trop chers. Alors maintenant, Josh Whedon, il en engageait des nouveaux acteurs qui ressemblent un peu moins aux personnages, mais du coup, ils sont quand même moins chers. Ou alors, il fait tous les personnages tout seul. Tu es là, Buffy? Oui, je suis là, Willow. Tu n'as pas vu Spike? Mais si, je suis là! Excuse-moi, je ne t'avais pas reconnu, Xander. Bah oui, moi non plus, surtout que depuis quelques temps, j'évalue mal les distances. D'ailleurs, tu as raison de faire une vanne sur le fait que Xander soit borgne, parce que dans le comics de Buffy, car oui, la saison 8 de Buffy est en comics, il y a plein de vannes sur le fait que Xander soit le Nick Fury de l'univers Buffy. Ah ouais, donc maintenant, Buffy, c'est en BD. Ouais, et le passage en comics, en fait, ça fait un peu perdre en rythme et en meuf bonne. Parce que les meufs dessinées style vieux comics, c'est moins bien. Puis en plus, Buffy qui se ressemble pas une case sur l'autre, c'est un peu nul. Ah ouais, c'est nul. Un peu comme la fin de la saison 4, là, le boss, il était horrible. Ah oui, Adam, il est nul. Mais t'imagines, elle le tue à la manière des Chevaliers du Zodiaque. Je te donne ma force, Buffy! Je te donne ma force, Buffy, chérie d'amour! Je te donne ma force, Buffy! Ah, pardon. Non, moi, je le trouvais vraiment moche à la base. C'était un des effets spéciaux que je trouvais vraiment mal fait. Il y a plein de trucs mal faits dans Buffy quand même, niveau effets spéciaux. Ouais, mais pas le scénar. Angel, il est mal fait niveau. Ah oui, je sais pas pourquoi ils lui ont mis du gras et tout dans les joues. C'est bizarre. On dirait un frère Baldwin. Pour en revenir à la saison 8, est-ce qu'il y a toujours le personnage de Dawn, la sœur de Buffy, qui était super chiante, qui est un personnage assez horrible et emmerdant, et que la plupart des fans détestaient? Est-ce qu'elle est toujours dans la saison 8, donc dans la BD? Ce qui est bien avec Josh Whedon, c'est qu'il écoute pas vraiment ses fans, ou alors il aime bien les emmerder. Et donc là, Dawn, non seulement elle est toujours dans la saison 8, mais en plus, il l'a rendue géante. Et elle se plaint tout le temps d'être géante. Et donc elle fait chier tout le monde. Et elle est même pire que dans la série télé. Elle est géante carrément, quoi. Géante. Ce qu'il y a de bien avec la bande dessinée, c'est que Josh Whedon peut faire tout ce qu'il n'avait pas le budget de faire dans la série. Donc il y a de la magie, des super pouvoirs, du combat, des meufs géantes. C'est-à-dire que là maintenant les vampires quand ils se prennent un pieu dans le cœur c'est bien fait quand ils se transforment en poussière. Il n'y a pas de vampires dans le premier volume. Alors peut-être qu'il y en aura après, mais dans le premier volume il n'y en a pas. Alors je sais pas. Buffy saison 8, donc en BD, est-ce que c'est validé ou pas? Buffy saison 8, c'est vachement bien. C'est un peu moins bien que la série, mais quand on est fan, on peut pas passer à côté. Pour les néophytes de Buffy, il vaut mieux passer à côté. Mais en tout cas, je vous le conseille, achetez le bouquin, ne le téléchargez pas sur Internet en scan. Buffy, saison 8, c'est validé! Et moi, je sais pas laquelle je niquerais le plus dans Buffy. Moi, priorité sur Dawn, Buffy ou Willow. Ah putain, Anya aussi. Willow. Ouais, non, moi je dirais Dawn, Anya, Buffy et Willow en même temps. Il y a Face aussi. Ouais, je suis pas fan. Moi, Dawn, je peux pas. Willow. Si, moi. Willow. Je te donne la force, Buffy! C'était Spike en vampire. Merde. Ah, putain, on aurait dû bêtiser, dis donc. Après 2 minutes pour parler d'eux, moi je vais prendre 1 minute pour parler de The Mist, qui est pour moi le meilleur film fantastique de l'année. C'est fait en fait par Frank Darabont, celui qui avait réalisé Les Évadés et La Ligne Verte. Et donc là, pour la 3e fois, pour son 3e film en plus, il adapte encore une fois une nouvelle de Stephen King. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une petite bourgade américaine qui est prise dans un brouillard. Et donc il y a des villageois, enfin des gens qui habitent dans cette ville, qui se réfugient tous dans un centre commercial. Mais sauf que dans le brouillard, il y a des créatures vraiment horribles, des trucs Lovecraftiens, dirait-on. Et ils essayent de survivre et de faire face à toute cette horreur. Et c'est vraiment génialement mis en scène, génialement interprété.
Je sais pas si génialement ça se dit, mais bon. Et ça parle de tous les travers de l'Amérique puritaine, justement de l'aveuglement avec la foi. Enfin, c'est vraiment du fanatisme religieux. Merci, je cherchais le mot. Merci Alex. Et c'est vraiment fabuleux. Et la fin, c'est une des fins les plus noires qu'on puisse voir. Enfin, que j'ai jamais vu une fin aussi dark, aussi nihiliste. Et même Stephen King a dit en interview que s'il avait pensé à cette fin quand il a écrit la nouvelle, eh ben, il l'aurait écrit de cette façon. Il la trouve vraiment meilleure que sa fin qu'il a écrite, quoi. Donc, courez-y, autant que No Country for Old Men, c'est 2 DVD indispensables cette année. Tu me disais que c'est un beau travail d'édition aussi. Ah oui, TF1 Vidéo, et pour une fois, on fait un superbe DVD, un double DVD, avec pratiquement 2 heures de bonus. Donc il y a la version cinéma, je ne sais pas si on voit beaucoup, mais il y a la version cinéma et la version noir et blanc qui était originellement prévue par le réalisateur. J'ai pas encore vu ce que ça donnait la version noir et blanc, mais si c'est ce qui était originalement prévu, c'est que ça doit être mieux. Merci pour une fois TF1 Vidéo. Et donc, on va passer tout de suite aux animés. Et c'est des animés de marionnettes. C'est Barry Purves. C'est assez flippant au départ, mais c'est super beau l'animation. Ne fuyez pas. Et ensuite, Ayakashi. Il est plutôt rare de parler de l'animation de marionnettes en stop motion, c'est-à-dire en image par image. Il est encore plus rare de chroniquer un DVD consacré à un auteur à part entière dans ce genre spécifique du cinéma d'animation. Pourtant, c'est aujourd'hui le cas avec ce DVD sur Barry Purves, sorti en France fin juin 2008. Barry Purves est un animateur britannique extrêmement doué, ayant travaillé dans la plupart des studios d'animation tels que Aardman ou Pixar. Ces films se caractérisent par une approche très théâtralisée de l'animation où la splendeur visuelle de la mise en scène et des marionnettes n'a d'égal que la virtuosité avec laquelle il les anime. Ce qui frappe avant tout, c'est la grande culture dont il fait preuve depuis ses débuts. Aussi à l'aise dans l'évocation des œuvres d'écrivains anglais que pour mettre en scène un opéra de Verdi ou les amours d'Achille et Patrocle sous une forme de tragédie grecque, il fait preuve d'une attention aux détails qui impose souvent de visionner plusieurs fois certaines séquences pour tout remarquer. Le DVD nous propose l'intégrale de ces 6 courts et moyens métrages en édition remasterisée et VOST, ainsi qu'un entretien passionnant avec l'auteur. Même si un peu de bruit vidéo subsiste sur certaines séquences, il s'agit là de la meilleure édition vidéo de ces œuvres, dont certaines avaient été publiées auparavant sur des compilations thématiques. Un livret de 80 pages comprenant des storyboards et des conseils techniques sur l'animation de marionnettes complète cette édition exceptionnelle. Difficile de choisir un extrait pour terminer, mais Screenplay, inspiré du théâtre kabuki et bunraku, s'impose de lui-même. Raconté intégralement en langage des signes, ce court est un vrai tour de force visuelle réalisé en plan séquence. For Takako is soon to marry, samurai warrior, rich with plunder. Ashiro has an iron heart. Ayakashi est une série en 11 épisodes, produite en 2006 par Toei Animation, reprenant de grands classiques japonais de l'histoire d'horreur. Elle est composée de 3 cycles, chacun formant une histoire indépendante. Ainsi, sur ce premier DVD, on peut retrouver les 4 épisodes d'Histoire de fantôme de Yotsuya qui forment un récit intégral. Adaptation d'une pièce très célèbre du dramaturge Tsuruya Nanboku, écrite en 1825, Histoire de fantôme de Yotsuya raconte le destin funeste de Dame Oiwa, une femme trahie par son mari Iemon et dont la rancune ne s'apaisera jamais, même dans l'au-delà.
Grand classique au théâtre et dans l'imagerie de l'époque d'Edo, par exemple dans les estampes d'Okusai, O-Iwa est l'archétype du fantôme vengeur, dont on peut retrouver des formes encore aujourd'hui dans des films comme Ring. Ces 4 épisodes sont réalisés par Imazawa Tetsuo, vétéran de Toei Animation, qui a commencé sa carrière avant même Gret Mazinger en 1974. Il continue aujourd'hui à travailler sur des titres comme la dernière série de Kin Nikuman ou les séries de Digimon. Bien loin de ces séries plus commerciales, Ayakashi propose une adaptation très classique, ayant presque une valeur de conservation d'un patrimoine culturel certain. Basé sur des designs originaux de Amano Yoshitaka, le style varie entre une représentation très réaliste et un côté plus stylisé, plus éthéré, quand l'histoire bascule dans le surnaturel. Destinée de toute évidence à un public adulte, cette histoire sombre et violente frappe aussi par son rythme posé et un classicisme de mise. Kazé propose en bonus sur ce premier DVD une galerie de croquis qui complète agréablement les dessins proposés dans le livret très fourni et riche en explications pour le néophyte. Si la version doublée réalisée par le studio Shinkel est de bonne facture, la présence de nombreux noms japonais médiévaux difficiles à saisir à l'écoute fera sans doute choisir au final la version sous-titrée, également de haute tenue. Ça suffit, laissez-le. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Occupe-toi de ce qui te regarde. C'est lui, c'est Yaman Tamiya. Mademoiselle Oumé. Ayakashi propose donc pour ce premier volume une histoire sobre et élégante, prouvant qu'un animé peut puiser dans un patrimoine culturel très noble, tout en proposant une intrigue torturée capable de parler aux spectateurs de nos jours. Bon, c'est la fin de ce 101%. Moi, je vais aller retourner dans ma cave pour faire encore quelques montages de quelques critiques pour les semaines à venir, pour des émissions à venir. Bon, je vous dis au revoir à tous. Et j'en profite, comme c'est mon rare passage à la télé, bonjour papa, bonjour maman, bonjour Amélie et Hélène, je t'aime. Ah, ça fait télé. Désolé. On garde. Désolé.